rouge le matin, pluie en chemin. Dis-moi les vents, je te dirai tous les temps. Quand chante le coucou, un jour est mouillé et l'autre sec. L'hiver, on l'a ou on l'aura, le loup ne le mange pas. Noël au balcon, pas cotisons. Les rapports entre l'homme et la météorologie ont toujours été très ambigus, marqués tout à la fois par la peur, la colère et l'espoir. Peur de l'inconnu, de l'incompréhensible, colère devant l'inéluctable, espoir de comprendre et dominer. Avant d'être science, la météorologie a été populaire. Il nous en reste des dictons. Mélange d'observations météorologiques locales et de traditions religieuses, ils sont une mémoire complexe, délicate à décrypter. En 1644, à Florence, Torricelli renverse un tube rempli de mercure. Le baromètre est né et l'existence du vide prouvée. Adieu Aristote et les astrométéorologistes. Pascal, du haut de la tour Saint-Jacques, montre que la pression varie avec l'altitude. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, poussé par l'esprit d'innovation, presque la totalité des instruments d'observation est inventée. Mais la météorologie, science nouvelle, ne prend son essor que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les progrès décisifs des techniques instrumentales assurent des mesures de plus en plus fiables et les moyens de communication se développent. En 1854, l'Henri IV, bateau amiral de la flotte, coule devant Sébastopol. Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris, prouve, grâce aux informations recueillies a posteriori, que la tempête à l'origine de ce naufrage aurait pu être prévue. Napoléon III crée le service météorologique impérial. Que de progrès entre la première carte, établie en mars 1855, et les données satellitaires actuelles. Depuis 1873, la météorologie est dans un monde sans frontières. La France et plus de 140 autres nations utilisent un même langage, un même code, des méthodes de travail comparables et des échanges d'informations grâce à l'Organisation météorologique mondiale. En Europe, Météo France, c'est aujourd'hui plus de 3500 personnes. Et entre autres, la Météopole de Toulouse, les services météorologiques interrégionaux, les SMIR, les centres départementaux de la météorologie, les CDM et les stations locales, dont certaines, comme l'Égoile, ont une vocation particulière. Véritable phare, auquel elle ressemble à plus d'un titre, la station de montagne du Mont Égoal est encore servie par des hommes. Organisée en basse vie, c'est avant tout une station d'observation. L'observation, qu'elle se fasse au sol ou en altitude, sur terre ou sur mer, qu'elle soit humaine ou automatique, reste la base de la connaissance. Sans observation, impossible d'aboutir à une prévision. Et plus dense sera l'observation, meilleure sera la prévision. Mesure du vent, mesure des quantités de précipitations, mesure directe ou enregistrée de la température et de l'humidité de l'air sous abri situé dans le parc à instruments. Cet abri, normalisé et utilisé partout dans le monde, évite que les appareils soient exposés au rayonnement solaire direct et indirect. Les mesures sont alors comparables. Une température relevée sur une terrasse exposée au soleil n'est pas représentative de celle de la masse d'air environnante, seule intéressante pour la météorologie. Mesure de la durée d'ensoleillement et du rayonnement solaire, réglage d'un baromètre. Les stations automatiques, comme celle-ci, permettent la mesure et l'enregistrement continu de la direction et la vitesse du vent, de la température, de l'humidité, de la pression, des précipitations. Quant à l'observateur, il consigne heure après toutes les observations dans un carnet. Il chiffre aussi la hauteur,
le genre et la quantité des nuages, ainsi que la nature des précipitations et d'autres phénomènes météorologiques ne pouvant être pris en compte par les stations automatiques. Et consigner également l'heure des maximums et minimums de la température, de l'humidité et de la vitesse du vent de la journée. Ces données serviront à conserver la mémoire du temps. Sur les aérodromes, des mesures spécialisées, visibilité horizontale et hauteur de la base des nuages. Sur la mer, des bouées dérivantes assurent la mesure de la température de l'eau et de la pression atmosphérique. Et des stations automatiques spécialisées en montagne comme en plaine viennent compléter ces observations. Une radiosonde est un ensemble de capteurs mesurant la pression, la température et l'humidité. Cette sonde, entraînée par un ballon gonflé à l'hélium, transmet par liaison radio les valeurs mesurées à tous les niveaux entre le sol et 30 000 mètres. Au milieu de l'attelage reliant la sonde au ballon sont installés un parachute pour freiner la descente et un réflecteur qui permet le suivi par radar, donc le calcul de la direction et de la force du vent. Toutes les informations sont reçues et traitées par une chaîne informatique sous le contrôle d'un météorologiste. Tout autour du monde, plus de 600 stations lâchent de 2 à 4 sondes par jour. Les résultats obtenus complètent ceux du réseau de surface. Les zones de pluie se comportent comme des obstacles à la propagation des ondes radar. L'utilisation de ce type d'appareil permet de détecter l'étendue et l'intensité des précipitations. Le radar de Nîmes assure une surveillance 24 heures sur 24, une observation complète toutes les 5 minutes de l'espace Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur. Sur la mosaïque France, on retrouve les données des radars français, suisses et britanniques. Les pluies les plus violentes sont généralement observées dans les nuages orageux. Ceux-ci peuvent être repérés grâce aux phénomènes électriques qu'ils génèrent. Météorage permet de les localiser et de les comptabiliser. Jusqu'en 1960, les météorologistes étaient condamnés à imaginer à partir d'observations locales la dimension spatiale des phénomènes météorologiques. Ils ne voyaient le ciel que localement et par en dessous. À Lannion, en Bretagne, Météo France a installé son centre de météorologie spatiale. En matière de météo spatiale, on reçoit les deux types de satellites, c'est-à-dire les satellites géostationnaires et les satellites à défilement. Les satellites géostationnaires sont les satellites qui sont placés dans le plan de l'équateur, donc avec des inclinaisons sur ce plan équatorial de 0 degré, placés à 36 000 km d'altitude, c'est-à-dire avec des périodes de 24 heures, lesquelles vont faire que le satellite tourne à une vitesse nulle par rapport à la Terre. L'autre série de satellites, ce sont les satellites à défilement, des satellites qui sont placés sur des orbites basses, à 850 km à peu près, et avec des inclinaisons assez hautes, puisque les satellites vont très haut près des pôles, et on aura donc une très bonne complémentarité entre les satellites géostationnaires qui voient la ceinture équatoriale et les satellites à défilement qui voient les zones polaires. Il existe deux sortes de satellites, géostationnaires et défilants. À chacune des catégories correspond une antenne fixe pour les géostationnaires et une antenne pilotée par calculateur qui va donc suivre le déplacement des satellites pour les défilants. Lorsque ce satellite a été reçu, il arrive dans notre salle radioélectrique, qui est aussi, je pourrais dire, le cœur du centre, et le signal ainsi reçu radioélectriquement est dirigé vers les calculateurs, lesquels calculateurs a été dimensionné de façon à pouvoir recevoir en temps réel
jusqu'à 4 sources de satellites en simultané. Les informations qui ont été acquises dans notre salle de réception sont, comme je l'indiquais, acheminées vers le centre de calcul pour y être traitées. Elles y subissent 2 types de traitements, des traitements radiométriques et des traitements géométriques, de façon à bien localiser la donnée reçue depuis le satellite. Cette donnée est ensuite distribuée par ligne vers nos services centraux à Toulouse. Par ailleurs, il faut noter qu'on a une grosse responsabilité internationale dans la mesure où nous effectuons des relais entre divers satellites. Nous travaillons bien sûr beaucoup avec l'Europe, nous travaillons avec les Japonais, avec la CEI, donc avec tous les gestionnaires de satellites. Les nouvelles techniques utilisées en télécommunication permettent de diffuser une image numérique reconstituée à partir des signaux reçus des satellites. La collecte des données d'observation, la température, l'humidité, la pression, les précipitations et bien d'autres sont collectées toutes les heures en quelques secondes par l'intermédiaire du réseau Transpac et arrivent donc à Toulouse. Arrivent donc également à Toulouse les données satellitaires qui sont mises en forme par notre centre de météorologie spatiale de Lannion, un réseau de précipitation qui est élaboré à partir de 11 radars et également des informations sur les impacts de foudre qui proviennent de météorages. Toutes les informations reçues au centre de Toulouse en provenance de France et de certains pays d'Europe et d'Afrique sont injectées dans le circuit mondial de télécommunications. Celui-ci assure à partir de 3 centres mondiaux, Washington, Moscou et Melbourne, la circulation de l'information météorologique. Toutes les données reçues directement ou via le système mondial de télécommunications sont acheminées après vérification et traitement vers le centre de calcul. Le CRE2, un des calculateurs les plus puissants du monde, est capable d'effectuer plus d'1 milliard d'opérations élémentaires par seconde. Sa seule tâche est de mécaniquement mener à bien l'ensemble de calculs longs et complexes qui permettent de passer d'une représentation de l'état observé à une représentation de l'état prévu. Incapable de travailler seul, le CRE2 est aidé par d'autres calculateurs et par un robot archiveur qui permet de stocker et de retrouver les informations primaires sur des cartouches magnétiques grâce à un automate. Le CRE2 a fini son travail. Une collection de tracés, chacun représentant l'état futur d'un des paramètres clés intervenant dans la prévision. Un pas plus loin, dans un autre espace situé tout près de la salle où l'on établit les prévisions, une table traçante. Sur une carte, elle transcrit automatiquement sous forme symbolique les dernières données observées en vue d'une analyse. Dans la salle prévie, plus de machine. Il faut maintenant analyser, confronter, interpréter. Un coup d'œil à l'image satellite permet de mieux comprendre la dimension spatiale et de positionner les fronts chauds et froids qui sont marqués par des zones de pluie et d'averse. Il faut alors tracer sur la carte des isobars, des lignes de même pression, qui vont mettre en évidence les zones de haute ou basse pression. Du bleu et du rouge. La carte master matérialise des conflits entre de l'air chaud d'origine tropicale et de l'air froid d'origine polaire. Les zones de rencontre, celles où se développent les principales masses nuageuses, sont mobiles. Et les sorties de modèles vont permettre d'en prévoir la position et l'activité pour des échéances allant de quelques heures à 5 jours. L'analyse prend fin. Une première ébauche de prévision sur la France se dessine. Il faut maintenant en discuter avec les prévisionnistes des centres régionaux. Parce que là, je vois que déjà, Brest, bon, il y a 12 à la Pinmar, à la pointe, et il y a 8 après, il y a 14. Ouais, bah en mettant 16 à 19 demain, tu crois que c'est couvert aussi? Enfin, c'est nuageux bon, aussi demain. De toute façon, c'est dans cette fourchette. Hein. Il peut qu'on ait à 20 localement, parce que la masse d'air, quand même, commence à se réchauffer. Hein. Tout le monde semble être d'accord.
Mais ces prévisions générales à l'échelle Europe-France, pour des échéances allant de 6 heures à 5 jours, doivent être adaptées aux différents utilisateurs. Qu'importe l'état de la mer à un commandant de bord de 747 et qu'importe la turbulence à 12 000 mètres pour un patron de chalutier. À côté de la prévision générale sont installées la prévision marine et la prévision aéronautique, des écritures différentes du même produit. Les documents sont envoyés vers les services météorologiques interrégionaux, vers les centres départementaux et les stations météorologiques qui les adaptent aux conditions particulières de leur domaine géographique et aux besoins de leurs usagers. Montpellier, un CDM comme les autres. Alors tu vois Jacques, ce que je pense c'est que le front froid sous la poussée de l'anticyclone, il va passer rapidement sur nous, il ne devrait pas donner beaucoup de pluie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu as raison. Hein. De toute façon, ces précipitations, regarde, là, elles sont en train de passer chez nous. Donc, à l'ouest, tu en as déjà presque plus. Il est évident que ce front va passer vite, va donner quelques nuages. Il va être légèrement feuné sur le Languedoc-Roussillon. Demain, on devrait avoir un ciel gris-bleu, avec un peu plus de gris dans la matinée, un peu plus de bleu dans l'après-midi. L'adaptation des consignes départementales à l'espace météorologique d'une station est plus délicate. Une très bonne connaissance des particularités géographiques et de leurs conséquences sur le temps est nécessaire pour mener à son ultime étape l'effet de zoom. À l'Égoal, comme dans toutes les stations, le temps qu'il fera dans 5 jours est déjà inscrit dans sa spécificité géographique et peut-être même dans le temps observé en ce moment en Australie, en Alaska ou encore en Polynésie. Au CDM de Montpellier, le bulletin grand public est élaboré avant d'être enregistré. Météo France Montpellier, voici les prévisions pour le Languedoc-Roussillon. Samedi 2, la zone de mauvais temps achève de traverser la région. Elle n'aura donné que quelques bruines ou pluies. Le matin, le ciel est encore gris, mais à mi-journée, des éclaircies apparaissent en plaine et littoral. Les CDM sont aussi souvent amenés à faire des actions d'assistance météorologique sur des événements qui se passent dans leur domaine géographique, donc dans leur département. Ces assistances vont être très diverses. Ça peut être effectivement des assistances à des grands travaux. Dans notre région, nous allons être amenés à fournir des assistances bien particulières, notamment, la première, ce sont les feux de forêt, bien sûr, qui est la calamité numéro 1 au cours de l'été dans nos régions. Là, nous fournissons une assistance, disons une prévision en amont de toute activité pour la lutte contre les feux de forêt. Et deuxième type d'assistance aussi particulier, notamment dans nos régions cévenoles, ça va être l'assistance aux crues, c'est-à-dire aux inondations. Et là, nous avons donc encore une fois, en amont de toute activité, de tout déclenchement d'alerte, nous fournissons des bulletins d'alerte au service de nos écrues. Une étroite collaboration existe entre la direction départementale de l'équipement et les centres météo concernés qui établissent des prévisions spécifiques, telles que risque de verglas, chute de neige, pluie, brouillard et vent. Les gestionnaires d'autoroutes sont également demandeurs de tous ces renseignements, car comme la DDE, ils peuvent mettre en alerte leur personnel en fonction des conditions météorologiques. En province comme en région parisienne, il en est de même des transports en commun comme le métro, le RER ou le TGV. L'arrivée d'une vague de froid, un radoucissement, un ciel bas diminuant la luminosité, autant de facteurs qui vont amener l'électricité et Gaz de France à augmenter ou à diminuer leur production. À partir des informations fournies par Météo France, exposés et documents, les présentateurs des différentes chaînes de télévision racontent avec leur propre sensibilité le temps qu'il fera. Pour la journée de ce mardi, nous devrions quand même noter pour mercredi et jeudi une tendance orageuse qui aura tendance
elle aussi, à se développer très largement. Voici donc les conditions météo pour ce mardi après-midi avec... Les météorologistes René Chabou et Jacques Kessler, après avoir établi leurs prévisions en collaboration avec leurs collègues du service central de Toulouse, les diffusent sur France Info et France Inter. La presse quotidienne nationale et régionale met en forme les informations transmises par Météo France. Dans le domaine sportif, l'information météorologique prend de plus en plus d'importance, aussi bien pour les concurrents que pour les organisateurs des grandes compétitions comme Roland-Garros ou le Tour de France. En ce qui concerne les loisirs, comme la voile, le parapente, la direction et la force des vents prévus sont primordiales pour des raisons de sécurité. Pour le vol à voile, il est intéressant de connaître la force des courants ascendants, la stabilité ou l'instabilité de la masse d'air et la température dans la zone d'évolution. L'aviation commerciale, le premier utilisateur de Météo France, est toujours au centre de ses activités. Nous établissons de très nombreuses prévisions pour l'aéronautique. Prévisions toutes les demi-heures, des prévisions pour les 2 heures qui suivent des principaux phénomènes dangereux. Prévisions également toutes les heures des conditions de décollage. Toutes les 3 heures, des bulletins qui décrivent le temps prévu sur l'aéroport à 9 heures d'échéance et qui sont diffusés vers les principaux aéroports du monde entier. Toutes les 6 heures encore, des bulletins de prévision à 18 heures d'échéance, décrivant également les conditions sur l'aéroport et diffusés également mondialement. Autre prévision, lorsque nous envisageons des phénomènes dangereux pour l'aéronautique, des bulletins spéciaux qui peuvent être émis à tout moment, vers la tour de contrôle, les compagnies aériennes et tous les agents de la plateforme. Un dossier de vol se compose généralement de cartes de vent prévues en altitude et d'une carte où sont positionnées les grandes perturbations, les nuages et les phénomènes les plus dangereux pour l'aéronautique. Ce ne sont pas moins de 400 dossiers qui sont établis quotidiennement par le centre de Roissy pour les équipages opérant sur la plateforme, en partance vers les grandes destinations comme Los Angeles, Tokyo, Johannesburg. Le service fourni par la météorologie à l'aviation commerciale répond à 3 impératifs. D'abord la sécurité, ensuite le confort et enfin la rentabilité. La sécurité, c'est évident. Sécurité sur les aérodromes, quand il s'agit d'atterrir sur un terrain dont la visibilité est réduite. En altitude, sécurité signifie d'éviter les zones orageuses, d'éviter les zones de turbulence, de façon à garantir le confort aux passagers et éviter une usure prématurée des machines. Quant à la rentabilité, si l'on considère qu'une grande compagnie aérienne comme Air France dépense 11 millions de francs actuels par jour pour le carburant nécessaire à son exploitation, eh bien on comprend que toute réduction de cette énorme facture par le biais d'une information météorologique précise et actualisée sera intéressante. Le développement de la météorologie a été lié avec l'essor de l'aviation militaire. Avant chaque vol, les pilotes de l'armée de l'air viennent consulter régulièrement le météorologiste. All ships, all ships, all ships. Ocean traffic is ready to issue a special weather forecast. From Meteo France, a special weather forecast.
There is a North Gale warning issued or expected on West Channel, West Brittany, and locally North Biscay. There is a North Gale warning issued or expected for West Channel, West Brittany, and locally North Biscay. La prévision maritime consiste à établir des bulletins de sécurité pour un domaine maritime qui est défini, soit le domaine de la côte, soit le domaine du large, soit le domaine du grand large. Donc c'est une opération qui gère la sécurité de tous les utilisateurs de ces zones maritimes. Alors nos informations pour faire ces bulletins sont issues bien sûr du service central de Toulouse qui nous fournit les moyens techniques de réaliser ces bulletins de prévision et d'autre part nous avons une analyse fine qui provient de l'observation de tous les éléments météorologiques, observation qui provient soit de la mer, soit des sémaphores à la côte. Alors ces prévisions sont essentiellement adressées soit aux organismes qui assurent la sécurité, donc essentiellement la préfecture maritime pour ce qui nous concerne et les CROSS qui gèrent la sécurité, et également aux clubs de voile comme aux professionnels, qu'ils soient professionnels météo marine ou professionnels embarqués sur des navires marchands. Donc tout l'ensemble des activités maritimes, pêche y compris, passe par ces bulletins de sécurité. L'agriculture est un des secteurs économiques les plus concernés par les phénomènes météorologiques qui influent sur la qualité, la quantité et le coût de la production agricole. C'est à Chartres, au pied de la cathédrale, que le Centre départemental de la météorologie d'Eure-et-Loir veille sur le grenier à blé de la France. Je consulte le répondeur automatique et le Minitel afin de savoir le temps qu'il va faire dans la journée. Ce que nous demandons à la météorologie nationale, c'est tout d'abord de ne pas se tromper et de ne pas se tromper à court terme, c'est-à-dire dans les 12 ou 24 heures maximum, car nos traitements à l'heure actuelle en dépendent. Écoutez, les agriculteurs attendent deux services de notre part, à savoir, ils doivent prendre des décisions stratégiques. Est-ce que la culture que je veux faire dans mon département est adaptée aux conditions climatiques? Et puis, il y a les décisions tactiques, à savoir, cet après-midi, je dois traiter, il ne doit pas pleuvoir pendant 3 ou 4 heures. En conséquence, j'interroge la météorologie pour savoir si des averses ou des précipitations bien organisées sont prévues sur le département. Eh bien, nous avons la possibilité, grâce à nos mesures, de faire un bilan hydrique quotidien, à savoir faire la différence entre ce qui s'évapore du sol au travers du sol et des plantes et ce qui tombe du ciel. Et en conséquence, il y a un seul service qui peut offrir ces deux chiffres-là, le service les précipitations et l'évaporation, c'est Météo France. En conséquence, quotidiennement, nous calculons ces deux paramètres. Et nous faisons ce qu'on appelle un bilan hydrique potentiel, c'est-à-dire nous cumulons ces valeurs-là pour suivre la sécheresse le jour. Alors, dans ce département, 1000 hectares sont irrigués. Les irrigants essaient de serrer au plus près la réalité. Et le seul service qui peut leur être offert avec un calcul quasiment quotidien des besoins en eau des cultures, c'est le service Iritel de Météo France. Et en conséquence, Iritel est consulté très régulièrement par une bonne partie des irrigants de ce département.
La montagne est un milieu où les conditions météorologiques évoluent très vite. Le manteau neigeux peut devenir avalanche, donc danger. Aidé des pisteurs secouristes, Météo France mesure les caractéristiques de la neige, température, granulométrie, et observe la nature des cristaux. Ces mesures sont effectuées au moins 2 fois par jour dans toutes les stations de haute montagne. Elles sont transmises rapidement au centre départemental de la région concernée. Ces données sont ensuite utilisées pour estimer le risque d'avalanche en un point déterminé. Le savoir-faire des météorologistes est limité par leur connaissance des phénomènes atmosphériques, d'où l'obligation pour Météo France de développer aujourd'hui des actions de recherche pour mieux prévoir demain. Au col de Porte, le Centre d'études de la neige a installé un laboratoire expérimental. Alors actuellement, les activités du Centre d'études de la neige sont essentiellement orientées vers des actions donc, de recherche et de développement visant à une amélioration de la prévision du risque d'avalanche et à une meilleure prise en compte de l'interaction neige-atmosphère dans les modèles météorologiques. Le modèle Crocus est un modèle d'évolution du manteau neigeux qui est capable, à partir de données d'entrée qui sont essentiellement de type météorologique, à savoir la couverture nuageuse, le vent, la température, l'humidité de l'air, c'est un modèle qui est capable donc de représenter, de schématiser, de stimuler ce que devient le manteau neigeux tout au long de l'hiver. La structure de la neige change, d'où un manteau neigeux plus ou moins homogène. Suivant son pouvoir de rétention anneau et les caractéristiques des cristaux, il absorbera plus ou moins d'énergie solaire incidente ou en renverra plus ou moins vers l'espace. Pour ce type d'études, des chambres froides sont nécessaires. Sur le site de Toulouse, la recherche est omniprésente, que ce soit dans le domaine de la modélisation ou dans celui de l'expérimentation instrumentale. Travaillant en synergie avec leurs collègues de l'exploitation, des chercheurs mettent au point les modèles de demain, qu'ils aient pour objet la prévision à très courte ou moyenne échéance ou le climat. Mais la recherche n'est pas que laboratoire. Des expériences sur le terrain doivent être menées, d'où l'obligation de disposer de moyens mobiles. Quant à la veine hydraulique, elle permet, à l'aide de maquettes, de matérialiser les conséquences dynamiques d'une zone de relief par un fluide en mouvement. Des études pour plusieurs aérodromes ont été faites et d'autres sont en cours. La veine hydraulique sert aussi à visualiser les conséquences des pollutions industrielles pour un environnement déterminé. Un avion destiné à la recherche atmosphérique est un avion équipé d'énormément de capteurs permettant de mesurer les choses les plus connues du public, la température, la pression, l'humidité, mais aussi d'autres mesures. Et une chose très particulière est l'équipement informatique d'un avion de ce genre qui permet de saisir ces informations avec des cadences extrêmement rapides. Le vent est calculé, par exemple, tous les 4 mètres. Et toutes ces fluctuations sont enregistrées, analysées, et permettent ensuite de mener à bien des études fines sur les structures de l'atmosphère. L'avion est l'outil de recherche idéal pour améliorer la connaissance du milieu nuageux. Les capteurs utilisés sont testés et étalonnés en soufflerie. D'autres recherches sur la physique des nuages sont menées en utilisant une chambre à brouillard artificielle. Les résultats obtenus sont utilisés pour la mise au point des appareils de mesure de la visibilité mis en place sur les aéroports. À Trappes, le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie a plus particulièrement en charge la recherche instrumentale opérationnelle, la mise au point de prototypes, l'étalonnage des différents capteurs, l'homologation des instruments et la fourniture aux services et stations des matériels consommables dont ils ont besoin. Trappes a aussi la responsabilité du centre d'expérimentation instrumentale de la mesure de vent pour les services météorologiques européens et l'Organisation météorologique mondiale.
Les études pratiques sont effectuées sur le site de l'Égoal. L'École nationale de la météorologie installée sur le site de la météopole toulousaine a pour tâche principale la formation des personnels techniques recrutés au niveau bac C ou des ingénieurs de la météorologie recrutés à la sortie des grandes écoles. À cela s'ajoute la formation permanente destinée à l'ensemble des personnels, la formation des spécialistes des armées de terre, air et mer et l'accueil de stagiaires étrangers. Aujourd'hui, les mémoires d'ordinateur ont remplacé les livres d'hier. Température, quantité de pluie, nombre de jours de brouillard, d'orage, de grêle, de neige, de givre. Autant de données qui seront essentielles pour l'implantation d'aérodromes, d'usines, pour les assurances dans le cas de dommages dus aux intempéries. La climatologie, c'est la mémoire du temps passé au service des temps futurs. Pour la première fois, l'humanité est confrontée aux possibles conséquences de ses comportements, notamment en matière de pollution. Devant le danger que cela peut représenter dans l'avenir, l'Organisation des Nations Unies a confié aux météorologistes la surveillance de notre atmosphère. Saint-Exupéry disait « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ».